Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence des Journées économiques de Lyon 2021, une édition tout en visio, confinement oblige. Donc, Europe, le grand saut fédéraliste, c'est le thème qui nous rassemble ce matin, à l'heure où l'Europe traverse justement une nouvelle crise, peut-être institutionnelle, sur le plan de relance européen qui avait suscité tant d'espoir cet été. Donc, je vais modérer cette session qui durera 1 heure et demie. Je me présente pour commencer. Donc, je suis journaliste à la rédaction de France Culture, spécialisée entre autres dans les questions d'économie internationale et donc notamment européenne. Si ces questions vous intéressent, j'ai un podcast qui s'appelle La Bulle économique, voilà, qui dure 4 minutes, qui est sur France Culture et dans lequel vous retrouvez aussi ces problématiques évoquées. Donc, le grand saut fédéral, est-ce qu'on en est vraiment là au niveau de l'Union européenne? Est-ce que c'est un horizon, une solution, alors que la crise économique et sanitaire que traverse l'Union européenne est en train d'accroître les disparités économiques qui existaient déjà avant cette crise? La Commission européenne a lancé la semaine dernière l'idée d'une Europe de la santé. Dès le mois de juin, elle a lancé aussi, elle a donné la possibilité aux États d'avoir des prêts pour pouvoir financer des mesures de chômage partiel. Il y a bien sûr la Banque centrale européenne qui aide tous les États de la zone euro à emprunter quasiment sans compter grâce à un plan d'urgence pandémie. Et cet été, il y avait donc eu cette réunion des chefs d'État qui a lancé le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, dont 390 de subventions et ce qui était réellement nouveau, cette capacité pour l'Union européenne d'emprunter ensemble à très grande échelle. Donc il aura fallu 4 jours et 4 nuits pour aboutir à ce résultat et on voit bien qu'il est potentiellement remis en cause par l'opposition de la Hongrie et de la Pologne qui vient de s'exprimer cette semaine au sujet des conditions qui sont données à ce plan de relance, notamment sur l'état de droit. Donc maintenant, je vais vous présenter nos intervenants. Le premier à intervenir sera Jean-Pierre Vidal, donc premier conseiller économique au cabinet de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui rassemble donc les chefs d'État des 27 États membres et donne les orientations politiques de l'Union européenne. Donc, vous étiez, monsieur, au plus près des négociations de juillet et de celles qui ont cours encore maintenant. Vous nous direz comment ces orientations donc, se déclinent et s'il y a selon vous ce saut fédéral qui est évoqué dans le titre de la conférence. Après vous, nous entendrons Agnès Benassi-Kéré, chef économiste à la direction du Trésor à Bercy. Vous êtes économiste et vous travaillez sur les grandes questions européennes depuis des années. Avec vous, nous verrons en quoi le plan de relance européen va changer les choses et si nous sommes dans un moment hamiltonien ou pas. Je laisse le suspense sur ce concept qui va sans doute être évoqué pendant cette conférence. La parole sera ensuite à un autre économiste, Francesco Sarresano, directeur adjoint du département des études au FCE, professeur sur l'économie européenne à Sciences Po. Vous nous direz notamment en quoi le sommet de juillet, qui permet donc à l'Union européenne de s'endetter, comporte des limites et n'est peut-être pas l'étape si importante que l'on peut penser. Sauf fédéral, donc Sylvie Goulard, notre quatrième intervenante, s'interroge sur cette association de mots, comme si vous écrivez l'évocation du fédéralisme européen devait forcément susciter un vertige. Donc Sylvie Goulard, vous êtes actuellement second sous-gouverneur à la Banque de France, mais vous avez été parlementaire européenne pendant 8 années et vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur l'Europe. On peut retrouver d'ailleurs votre article que j'évoquais sur le blog des GECO et il s'appelle Monsieur Jourdain saute à l'élastique. Nous terminerons cette première série d'un période on ne peut plus critique pour la cohésion européenne. Et vous avez d'ailleurs signé le premier programme européen de soutien à Athènes, d'austérité, diront d'autres. Vous nous direz ce qui a pu évoluer donc entre ces deux décisions d'il y a 10 ans et celles qui sont prises en ce moment. Après cette première série d'interventions, donc, nous aurons un échange ensemble et je prendrai, moi, vos questions. Donc, n'hésitez pas à, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, à m'envoyer vos questions par SMS, un numéro gratuit
gratuit. Donc voilà, on pourra comme ça alimenter notre débat avec vos propres interrogations. Bien, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Pierre Vidal, donc premier conseiller économique de Charles Michel, le président du Conseil européen. Et je précise à ceux et celles qui nous regardent que vous aviez aussi eu ce rôle du temps de M. Van Rompuy en 2012, puis Donald Tusk en 2014 jusqu'à 2016, et que vous êtes également passé par la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre introduction et cette introduction à un débat très intéressant sur le grand saut fédéraliste avec évidemment un grand point d'interrogation. C'est pour moi un grand plaisir de participer pour la première fois aux Journées de l'économie, même si c'est virtuel. J'espère qu'un jour il y aura une opportunité en fait de se réunir de nouveau physiquement et de profiter de la ville de Lyon. Je crois que le point d'interrogation était extrêmement important et qu'il s'agit d'un grand point d'interrogation. Et pour articuler cette question, je pense qu'il est important de partir des faits. En fait, que s'est-il réellement passé au cours de cette année 2020 qui a été marquée par une crise sanitaire sans précédent et en fait une pandémie qui a mis les économies européennes tout simplement à l'arrêt. Bien, tout d'abord, il y a eu très rapidement un engagement politique au plus haut niveau. C'est dès le 10 mars, le président du Conseil européen, Charles Michel, a convié tous les chefs d'État et de gouvernement à se réunir pour piloter la crise. Évidemment, il y a eu plusieurs dimensions au pilotage de la crise, mais dans mon intervention, je vais me limiter exclusivement aux aspects socio-économiques. Il y a donc eu finalement 5 réunions virtuelles du Conseil européen qui ont été nécessaires avant d'aboutir à cet accord historique sur le cadre financier pluriannuel et sur le plan de relance de 750 milliards, qui, comme vous l'avez à juste titre souligné, ouvre la possibilité pour l'Union européenne d'emprunter sur les marchés pour donner des subventions aux États membres, parce que l'Union a déjà une longue tradition d'emprunt, mais pour faire des prêts, non pas des subventions aux États. Cet accord, évidemment, a nécessité 4 jours, ensuite 4 jours et 4 nuits, quasiment sans interruption de négociation. Ça signifie évidemment que l'obtention de cet accord a requis un engagement très fort des chefs d'État, mais ça signifie aussi que ce n'a pas été un accord facile à obtenir. C'est un accord, en fait, qui est exceptionnel, et tout aussi exceptionnel, je dirais, que remarquable par sa nature. Au cours de cette crise, je crois qu'il faut souligner que l'Europe a fait preuve d'une grande créativité, mais une créativité encadrée par ses traités et sur la base de ses institutions existantes. C'est très important de souligner ce point. Évidemment, à mon sens, faire preuve de créativité dans le cadre des traités ne peut pas être un saut fédéraliste. En revanche, je crois que c'est une preuve d'un bon fonctionnement de nos institutions face à une situation qui était tant exceptionnelle qu'imprévue. De ce fait, l'Union européenne a pu échapper aux critiques traditionnelles qu'on a entendues notamment très souvent, et je crois à juste titre, au cours de la crise financière et la crise des dettes souveraines, qui était que l'Europe agit toujours trop peu et trop tard. Ce coup-ci, on a agi tôt et de manière déterminante, avec force. Alors, quels ont été les facteurs qui ont conduit en fait à avoir une réponse socio-économique à cette crise forte au niveau de l'Union? J'en vois a priori 6, mais c'est une liste qui reste à débattre et certainement d'autres que moi seront plus à même d'établir une liste vraiment exhaustive. Le premier point, c'est le fait que la crise précédente a permis à tous de comprendre la nature systémique des crises économiques en Europe, dans l'Union européenne. En un mot, il y a une conscience collective qui s'est formée au plus haut niveau et qui, finalement, est une conscience du fait que seules des solutions coordonnées peuvent permettre de résoudre une crise à moindre coût. Cette conscience collective, évidemment, porte aussi sur la nature de notre union économique et monétaire. Et cette conscience collective est vraiment l'élément, je crois, qui a
permis de faire avancer les débats. C'est l'élément qui a, à mon avis, conduit certains États membres à changer de façon remarquable leur position au cours des mois de négociation. Il ne faut quand même pas oublier que les positions des États membres au début, lors des premières vidéoconférences du Conseil européen, étaient finalement diamétralement opposées. Notamment le fait d'emprunter au niveau de l'Union pour donner des subventions aux États membres était une ligne rouge absolue pour un certain nombre d'États membres. Et pourtant, et c'est remarquable, et je crois que c'est un des mérites du dialogue et des discussions politiques au niveau européen, c'est justement, et ça donne en fait un sentiment, c'est une des raisons pour laquelle je crois en Europe, et c'est une force, c'est de pouvoir en fait changer sa position au cours d'un débat et d'une négociation. Et je crois que c'est assez remarquable. Deuxièmement, je crois que la nature de la crise est un élément important à souligner. Il s'agit toujours d'ailleurs de gérer les conséquences socio-économiques d'une catastrophe qui est finalement une catastrophe naturelle. Tous les pays ont été affectés, même si la capacité des uns et des autres à gérer les conséquences économiques de la crise n'est pas forcément la même. C'est une situation totalement différente de celle qu'on a connue ou qu'on connaît, par exemple, dans les débats de nature budgétaire, où, on le sait, les questions de morale et de responsabilité s'invitent très rapidement. Mais dans une catastrophe naturelle, il y a finalement un impératif de solidarité. C'est donc une situation très différente d'une catastrophe financière, par exemple, qui peut être attribuée à des politiques non soutenables maintenues au cours du temps. Dans ce cas-là, en fait, les questions de responsabilité, les questions de morale peuvent se poser. Mais ici, la morale, en fait, impose une exigence de solidarité au sein de l'Union. Troisième point, je crois que la crise précédente, la crise financière, avait conduit à un renforcement très significatif de l'architecture financière de l'Union. Il faut rappeler à cet égard que lors de la crise précédente, il y avait eu d'une certaine façon un saut fédéraliste, puisqu'en 2012, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de rendre la Banque centrale européenne responsable de la supervision bancaire et donc de poser la fondation, la première pierre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'union bancaire. Évidemment, grâce à ce renforcement de notre architecture et à la supervision de la Banque centrale européenne, on s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation où le système bancaire européen est solide et bien capitalisé, ce qui a en partie, en fait, lui a permis d'amortir l'impact de la crise et donc de maintenir le crédit à l'économie. Rappelons aussi que la dernière crise avait aussi conduit à la création du mécanisme européen de stabilité comme institution permanente de gestion de crise au sein de la zone euro. Donc, en fait, une architecture institutionnelle plus forte. Quatrième point, je crois que la combinaison de ce cadre renforcé et des leçons de la crise des dettes souveraines a été finalement un terreau très favorable aux initiatives qui ont été prises dès le début de la crise. Et en effet, plusieurs initiatives ont été proposées par les différentes institutions au tout début de la crise, coordonnées par l'Eurogroupe, puis ensuite validées par le Conseil européen. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, la ligne de crédit pandémie qui a été proposée par le mécanisme européen de stabilité, le système d'aide au chômage partiel proposé par la Commission européenne, ou encore le fonds de garantie pan-européen de la Banque européenne d'investissement. Évidemment, tous les efforts étaient alignés dès le départ. Les États membres, qui sont en première ligne dans une crise de ce type, ont réagi très fort avec une réponse budgétaire tout à fait convaincante. Et la Commission a tout de suite, finalement, activé la clause suspensive du pacte de stabilité pour leur donner les moyens d'agir et également adopté ces règles en matière d'aide d'État pour permettre un soutien aux économies. Et enfin, la Banque centrale européenne, qui est la branche monétaire de l'Union dotée d'une compétence exclusive, a également agi avec grande détermination dès le départ et a pu ainsi prévenir en fait ce qui aurait pu devenir une situation de grande instabilité financière. Cinquièmement, le plan de relance en fait s'inscrit dans le cadre des grands objectifs de l'Union que sont la transition verte et la digitalisation de nos économies. Donc ça, c'est très important pour avoir en fait un cadre structurant, un cadre plus structurel en fait à une réponse
de politique macroéconomique. Ça a aussi beaucoup aidé. Enfin, sixième et dernier point, tant l'accord de juillet sur le plan de relance que finalement les 3 filets de sécurité qui ont été préparés par l'Eurogroupe n'ont été possibles que grâce à l'engagement constant du Conseil européen. Tout au long de la crise, le Conseil européen a agi comme un centre névralgique de la réponse à la crise et a ainsi stimulé ou validé les différentes initiatives et a finalement conduit à des décisions qui sont fortes et inédites. J'en arrive donc à ma conclusion. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre saut fédéraliste et bon fonctionnement de nos institutions dans une période de crise exceptionnelle. Il faut d'ailleurs souligner le caractère exceptionnel et temporaire de l'accord de juillet. C'est écrit dans l'accord même, c'est exceptionnel, temporaire, y compris la possibilité d'emprunter pour faire des subventions. Néanmoins, je crois que cet épisode montre la valeur d'une réponse européenne aux défis économiques. Cela a aussi montré notre capacité à agir, alors que même que le cadre institutionnel dont on dispose actuellement ne prévoit finalement qu'une coordination des politiques économiques. C'est donc, je crois, un élément très positif pour le processus d'intégration européenne. Mais, en définitive, un saut fédéraliste ne peut résulter que d'un changement des traités et d'une nouvelle allocation des responsabilités entre États membres et institutions européennes. Je pense, juste pour conclure, que cette réponse, la réponse de l'Union à cette crise, occupera un chapitre dans les livres futurs sur l'intégration européenne, mais que l'histoire reste bien entendu toujours à écrire. À ce titre, l'épisode actuel sur la conditionnalité budgétaire, en fait, entre la Pologne, la Hongrie et l'Union est un problème au niveau législatif, et dans ce cadre-là, les débats sont toujours en cours. On est toujours en train de débattre, en fait, la législation qui résulte de l'accord de juillet. Je vous remercie. Merci à vous. Donc Agnès Benassi-Kéré, vous êtes donc, je rappelle, chef économiste à la direction du Trésor, et donc en tant qu'économiste, vous avez souvent eu un regard critique, assorti de propositions sur les failles de l'Union européenne, notamment dans sa dimension coordination budgétaire, et c'est par ce point que vous vouliez commencer votre intervention, je crois. Oui, merci beaucoup, Marie. Donc, effectivement, je vais compléter ce que disait Jean-Pierre Vidal il y a un instant, en repartant un peu de la structure de budgétaire en Europe et par comparaison à des fédérations. Donc, en Europe, on a un budget européen, donc budget central, on pourrait dire, qui est de l'ordre de 1% du revenu national brut. Alors que les budgets nationaux, c'est de l'ordre de 40 à 50% de ce revenu national brut. Donc finalement, en Europe, dans l'Union européenne, le centre, qui est représenté par le budget européen, représente entre un 40e et un 50e du budget total, donc entre 2 et 2,5%. Dans les pays fédéraux, cette proportion, le centre, pèse pour de l'ordre de 28% en Allemagne, qui est un pays très décentralisé, 38% au Canada, 42% en Espagne. Je pourrais multiplier les exemples. Donc, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. C'est deux chiffres, c'est des pourcentages à 2 chiffres et un chiffre chez nous. Alors, pourquoi cet état des choses? On connaît, donc il y a la structure politique, évidemment. L'Europe n'est pas une fédération. Et au-delà de ça, il y a une doctrine européenne solidement ancrée autour de 2 principes. Le premier, c'est la subsidiarité. Donc, on ne fait pas au niveau du centre ce qu'on peut faire au niveau décentralisé. Et le deuxième, c'est l'aléa moral dont parlait Jean-Pierre il y a un instant. Si le problème du pool commun, donc de mauvaises incitations. Donc, la subsidiarité est assise sur un théorème connu en économie publique qui est le théorème de décentralisation de Oates, 1972, 72. Et qui nous dit qu'en l'absence d'économie d'échelle ou d'externalité, donc d'effet d'une politique systématique d'un pays sur les autres pays, eh bien, la décentralisation est préférable ou au moins équivalente au niveau à la centralisation. Donc, vous pouvez penser au niveau national, le financement d'une piscine doit être réalisé au niveau d'une commune ou d'une intercommunalité. Ça n'a aucun sens de financer ça au niveau national, sauf s'il y a des problèmes par exemple, d'inégalité de ressources entre les communes. Mais ça doit être bien identifié.
Et le problème de l'aléa moral, il y a quand même derrière ça l'idée que la concurrence entre les États, est favorable parce que c'est un effet disciplinant. Si vous voulez, une entreprise ne peut jamais forcer, ses clients à acheter son produit, alors qu'un État peut forcer ses, contribuables à payer des impôts. Donc il y a une inégalité là et il y a quand même tout un courant de pensée qui dit: «Bah, il faut qu'il y ait quand même l'équivalent, une petite pression sur les États pour être plus efficaces». C'est-à-dire s'ils lèvent des impôts, il faut qu'il y ait des bonnes raisons et qu'en face, il y ait un service public de qualité. Donc tout ça a quand même bien, façonné la manière de penser en Europe et comme l'a dit, Jean-Pierre il y a un instant, ces 2 principes sont remis en cause par la crise Covid. D'une part parce que le choc est vraiment, extérieur, hein, ça nous est tombé dessus. Alors on pourrait dire, en fait dans la longue période ça l'est pas parce qu'on a un mode de production, de développement, qui n'est pas compatible avec l'écosystème. Mais en tout cas, à l'échelle de la politique européenne, oui, c'est une crise, qui vient de l'extérieur et la question de la subsidiarité également. Il n'est pas dans l'intérêt d'un pays riche de voir un pays, pauvre européen ne pas, faire face à la pandémie parce que nous sommes interconnectés et donc si un pays, quelconque dans l'Union européenne n'a pas les moyens de faire face à la pandémie, eh bien ça aura des un impact négatif sur les autres pays. Donc on voit directement, l'externalité. Alors, au-delà de ça, je voudrais mentionner aussi, donc au-delà de ça, je voudrais mentionner, plus fondamentalement l'inconvénient d'avoir un système budgétaire européen, très, très, très décentralisé. Il y a une première question qui a été discutée depuis très longtemps, notamment, bon après la crise précédente, qui est la question de la stabilisation. Nous manquons d'instruments, de stabilisation, heu, quand il y a des chocs asymétriques entre les États membres, mais également, lorsqu'il y a une crise commune, une insuffisance de demande. La BCE, a répété année après année qu'elle aurait besoin d'un d'un compagnonnage avec une politique budgétaire, qui fasse système, hein, dans la zone euro en tout cas, pour l'aider à atteindre ses objectifs, donc le double objectif de relever le niveau de PIB, donc d'emploi et l'objectif, bon, qui est prioritaire pour la banque centrale, qui est l'inflation. Il y a un deuxième sujet, qui est moins souvent mentionné, qui est, la stabilité du système bancaire et c'est ça dont je voudrais parler maintenant. Hem, la dette publique, en réalité, c'est une sorte de porte-monnaie pour les banques. C'est-à-dire que les banques ont ça dans leur actif, la dette publique non risquée et elles peuvent l'utiliser à tout moment pour obtenir de la liquidité et donc c'est extrêmement important pour stabiliser le système bancaire. Si cette dette publique devient, non sûre, risquée, eh bien, elle ne jouera plus son rôle de porte-monnaie sûr et permanent et hem aujourd'hui, on a donc une détention massive d'obligations souveraines dans le système bancaire, ce qui est normal, mais c'est dettes souveraines nationales et donc on a vu après la dernière crise que ça pouvait être, déstabilisant. C'est stabilisant dans le court terme parce qu'on est bien content en Italie, par exemple, le gouvernement est bien content, que les banques puissent acheter, la dette, souveraine, c'est stabilisant. Mais à long terme, ça signifie que, on a une boucle infernale entre le risque souverain et le risque, bancaire et lorsque, il y a une crise si la banque centrale ne l'empêche pas, les spreads, vont s'écarter et on va avoir donc les taux d'intérêt s'écartent et on peut avoir des dynamiques déstabilisantes. Pourquoi je dis ça? Parce que, le projet, européen, dont Next Generation, là, le projet de plan de relance, le plan de relance européen, associé au plan d'emprunt commun aussi pour aider les États à faire face aux dépenses, d'activité partielle. C'est un ordre de grandeur, hein, si ça se met en œuvre, un ordre de grandeur qui pourrait aller, jusqu'à, quelque chose comme 900 000 000 d'euros. Donc c'est le niveau, d'endettement d'un pays comme l'Espagne, quasiment ou l'Allemagne. Et donc, c'est des montants qui sont importants. De ce point de vue, c'est vraiment un changement. On avait quelque chose qui était tout petit, l'endettement européen, c'était tout petit, alors ça dépend comment on le mesure, mais si on regarde juste l'endettement de l'Union européenne en tant que tel, c'est 50 milliards et on passe à 900 milliards. Donc on change complètement, la donne et ça, c'est un élément aussi qui peut être stabilisant, parce que, le système financier a besoin, et donc il y a aucun doute que cette dette aura énormément de succès. Le système financier a besoin de ses actifs, sûrs. Alors, heu, ce programme de relance est une réponse aussi à des chocs asymétriques. On sait que la crise touche inégalement les pays et des pays qui étaient fragilisés par la crise précédente
Et donc, ça peut aller jusqu'à 9 points de PIB en Grèce. Donc, c'est quelque chose de très important, hein. Il ne faut pas du tout minimiser, hein. C'est l'équivalent, hein, enfin même supérieur à un plan Marshall. Et comme l'a dit Jean-Pierre il y a un instant, c'est aussi très intéressant parce que c'est lié à une stratégie commune de croissance verte, croissance numérique. Donc on va tous dans la même direction et c'est un peu la première fois. On sait que le semestre européen a beaucoup de mal à vivre parce que c'est vécu comme un peu des exercices nationaux les uns à côté des autres. Là, on a vraiment une stratégie commune avec une incitation à y aller puisqu'il y a des financements européens. Alors, je vais terminer avec, est-ce que c'est un moment hamiltonien? Donc, qu'est-ce que c'est que le moment hamiltonien, hein? C'est en 1790. Les États américains sont sortis très affaiblis, très endettés, enfin inégalement endettés d'ailleurs, mais de la guerre, de la guerre américaine civile. Et donc ce moment hamiltonien a consisté, donc c'est Alexander Hamilton hein, qui était secrétaire au Trésor, et ça a consisté à mutualiser les dettes des États, hein, donc et à lever une taxe commune pour servir ces dettes. Alors, il faut dire d'emblée deux différences institutionnelles par rapport à l'Europe. Premièrement, c'était dans le cadre d'un projet politique qui est passé de la confédération à la fédération. Et deuxièmement, il n'y avait pas de banque centrale, enfin en tout cas, il y a eu des tentatives, mais il n'y avait pas de banque. La Réserve fédérale américaine n'est arrivée qu'en 1913, il faut toujours le rappeler. Donc ici, en Europe, nous sommes dans la configuration inverse. Bon, tous les pays ne sont pas dans la zone euro, mais on va simplifier. Nous avons une banque centrale très active, mais nous n'avons pas de projet politique de fédéral. Donc c'est assez étrange. Néanmoins, nous avons un projet, et alors, il ne s'agit pas de mutualiser les dettes existantes, ça c'est la grosse différence. Il s'agit d'un endettement commun pour financer des projets communs de croissance. Donc ça, c'est aussi l'énorme différence. Deuxième différence, donc sur le plan technique, c'est un projet qui est temporaire, exceptionnel hein, et ciblé. Et alors, pour moi, finalement, un élément qui est absolument crucial pour voir si ça va être véritablement un changement game changer, un changement des règles du jeu, c'est de savoir ce que va donner la discussion en cours sur une nouvelle ressource fiscale propre. Parce que si cet endettement doit être in fine remboursé par les États, par des contributions, c'est des contributions en moins pour leur propre endettement, pour financer, pour servir leurs propres dettes. Alors, je sais bien que la répartition des remboursements n'est pas la même que la répartition des transferts qui vont avoir lieu, mais néanmoins, au total, il va falloir quand même que les États remboursent sur leurs ressources fiscales cette dette européenne. Donc, ce n'est pas tant que ça un changement radical. Par contre, si les Européens trouvent des nouvelles ressources dans le système de quotas d'échange carbone, dans les ajustements aux frontières, dans la taxe numérique, dans éventuellement taxe sur les transactions financières, et ce sont des ressources que les États ne peuvent pas, qui sont trop petits, lever eux-mêmes, mais que le niveau européen parvient à lever, alors là, c'est véritablement un changement. Et on peut être relativement optimiste nonobstant les problèmes politiques de court terme au Parlement européen. Donc, on peut être, enfin, au Conseil plutôt, on peut être plutôt optimiste sur l'avenir de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, cette question des ressources propres, elle est évoquée hein, dans l'accord de juillet, mais elles ne sont pas encore réellement définies, à part, je crois, une taxe sur les plastiques, mais bon, qui est assez petite. Donc maintenant, Francesco Saresano, donc c'est à vous. Vous êtes économiste aussi, directeur adjoint donc du département des études de l'OFCE, et vous aviez fait des propositions au printemps, justement, avec d'autres économistes sur ce que pourrait être un plan de relance européen. Donc, dites-nous, vous, pourquoi aussi vous considérez que ce qui a été acté en juillet n'est pas encore un vrai moment clé? Merci beaucoup déjà de l'invitation. Et bon, je vais commencer un peu par ce qui s'est passé au printemps, même si Jean-Pierre Vidal et Agnès Benassi l'ont déjà un peu évoqué. En fait, au printemps, ce qui s'est passé, c'est que les premiers remparts face à la crise économique, ça a été les États nationaux.
chose qui était absolument normale parce que, comme le rappelait Agnès Benassi-Kéré, on n'est pas un État fédéral, on reste une confédération, on reste une union qui a seulement quelques instances qui sont fédérales, mais où la souveraineté budgétaire, surtout, reste dans les mains des États membres. Donc, c'est absolument normal. À l'époque, il y a eu des critiques qui disaient, bon, elle est où l'Europe? L'Europe ne pouvait pas être en première ligne parce que l'Europe n'existe pas dans ces termes-là. On n'a pas un État fédéral aujourd'hui. Et donc, la première réponse a été massive, finalement assez coordonnée, c'est assez impressionnant. Moi j'ai une perspective entre guillemets un peu internationale, vu que je suis italien et que j'habite en France, donc je suis un peu... C'est assez impressionnant de voir comment tous les États, chacun de son côté, ont finalement fait la même chose, c'est-à-dire liquidité aux entreprises, support à l'emploi et au pouvoir d'achat. Et donc, l'Europe n'était pas en première ligne, mais elle a répondu présent. Jean-Pierre Vidal l'a rappelé avant, il y a eu tout de suite le parapluie de la Banque centrale européenne, la seule instance fédérale qu'on a vraiment qui a été ouverte. Et donc, du coup, du côté du financement de la dette des États, on a surtout les États de la soi-dite périphérie, donc les États avec les finances publiques un peu plus fragiles ont pu aller sur les marchés, s'endetter sans avoir pas à craindre la pression de la spéculation. Et la Commission a fait sa part d'un côté la suspension des règles budgétaires et de l'autre un assouplissement et un œil un peu distrait sur, disons-le comme ça, sur les aides d'État. Donc, l'Europe a répondu présent, elle a soutenu l'effort de court terme des États, mais la réponse restait nationale. Les choses ont un peu changé parce que quand on est passé du court terme, de l'urgence à la planification du moyen terme, donc du coup de la réponse du moyen terme, donc la sortie de la crise et la relance économique et d'un côté et de l'autre, la tentative d'engager de façon plus structurelle l'économie européenne sur un sentier de croissance soutenable et soutenable, donc c'est ce qu'elle appelle aussi Agnès Benassi-Kéré, la digitalisation, la numérisation, la croissance verte, etc. Alors, du coup, l'échelon national n'était pas suffisant. Il s'agit de thèmes sur lesquels la valeur ajoutée d'une réponse coordonnée est beaucoup plus importante. Et c'est là où on a, je pense encore une fois, je suis très, très positif sur ce qui s'est passé depuis le printemps dernier. On a pris la mesure de cette dimension sovranationale dont on avait besoin et donc on a entamé des négociations qui ont été très difficiles, pas seulement pendant les 4 jours du Conseil, je dirais, dans les mois qui ont précédé aussi ont été très difficiles pour aboutir à ces plans de relance. On sait très bien qu'il y avait quelques pays qui se sont opposés parce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis d'autres pays, de la capacité de ces autres pays de mettre à bonne utilisation les fonds de relance et les transferts qui étaient prévus par le plan. Finalement, les pays dits frugaux ont un peu perdu cette bataille, dans le sens que la proposition de la Commission est restée finalement assez, dans ses aspects qualitatifs, elle a passé les tests du Conseil. Sauf, je dirais, avec un peu un résultat paradoxal, que quelques programmes clés vraiment européens, comme le financement, justement, l'Union de la santé qui a été sous-financée, l'investissement en éducation, donc tous les programmes, les prix qu'on a payés pour cet accord, c'était de réduire la taille de ces programmes, et du coup, ça a enclenché une négociation avec le Parlement qui s'est aboutie la semaine dernière, on le sait, avec un compromis qui est un peu à mi-chemin entre les deux. Mais donc, du coup, ça a été un moment important parce que, bon, on l'a déjà rappelé, je peux aller vite, parce qu'il y a pour la première fois un endettement commun de taille très significative. Il y a un système d'allocation des fonds qui ne répond pas aux critères traditionnels, mais qui répond à des critères de besoin. Et donc, du coup, on configure ce qu'on appelle un partage du risque que jusqu'à là était refusé par certains pays. On sait que ce qui a changé un peu la donne, c'était le changement de position de l'Allemagne. Moi, personnellement, j'explique par des intérêts nationaux. En fait, l'Allemagne a aujourd'hui beaucoup plus d'intérêts dans la stabilité du marché de la zone euro qu'elle l'avait en 2012, parce qu'il y a des incertitudes sur les marchés globaux, il y a une lutte pour la suprématie entre la Chine et les États-Unis
qui rend beaucoup plus intéressant aujourd'hui un regard vers l'intérieur de l'Allemagne par rapport à il y a quelques années. Donc, il n'y a pas non plus d'altruisme. Mais comme les disaient aussi ceux qui m'ont précédé, en fait, tous les trois mots, il y avait écrit temporaire, exceptionnel. Temporaire, exceptionnel, c'est-à-dire la ligne rouge pour faire passer ces programmes a été dès le début que ces programmes soient quelque chose qui ne soit pas justement un saut fédéral, mais qui soit un outil extraordinaire. Alors, du coup, ce n'est pas un moment hamiltonien, la raison est bien celle-là, c'est-à-dire si vous voulez, c'est une tentative de construire une réponse commune. Je pense que c'est très important qu'il y ait une coordination, c'est-à-dire que la Commission et le Conseil aient encadré les fonds du plan de relance et les dépenses acceptées dans ce cadre-là, dans les grandes lignes d'action que la Commission avait déjà mis en place avec son programme en décembre 2019, donc avant la crise. Donc, il y a vraiment cet effort de coordonner nos dépenses. Agnès Benassi-Curé les rappelait il y a quelques instants. Il manque une dimension supranationale, donc il manque un vrai plan d'investissement, il manque des dépenses européennes en ce moment-là, parce que, bon, encore une fois, c'est des choses beaucoup plus compliquées à obtenir parce qu'on n'a pas un trésor européen. Et donc, du coup, si les fonds, si le Next Generation EU va devenir un vrai moment hamiltonien, c'est-à-dire va devenir une première étape vers la construction d'une forme, d'une capacité commune de dépenses et de levée des fonds, bon, on dépend d'un côté de ce qu'on rappelait avant, c'est-à-dire la capacité d'ici 2028, quand on devrait commencer à payer pour ces prêts, pour ces fonds qu'on lève aujourd'hui, d'ici 2028, de créer des ressources propres de la Commission, donc la capacité de se financer de façon autonome et pas par le biais du bilan européen, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bon, ça va sans dire, c'est que cet accord politique qui a vu des pays très fortement opposés à cette mutualisation, et de quelque manière, l'utilisation du fonds pour la relance doit prouver que ces pays avaient tort à s'y opposer. Et donc, du coup, il y a une grosse responsabilité qui repose sur les épaules de quelques pays qui sont un peu plus sous observation. Je pense à mon pays, l'Italie, mais à d'autres pays de la soit dite périphérie de la zone euro. Si ces pays-là arrivent à bien utiliser et à canaliser ces ressources vers les buts communs d'engager une croissance durable et soutenable, alors du coup, ce sera plus facile après de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire de la discussion sur comment un outil temporaire peut être transformé en outil permanent. Et ce n'est pas la première fois que l'Europe agit comme ça, c'est-à-dire on crée quelque chose qui a vocation à être temporaire et au bout d'un moment, son succès le rend permanent. Et donc, je pense que le défi est là. Je termine mon temps, donc je m'arrête ici. Merci. Donc maintenant, je passe la parole à Sylvie Goulard. Donc, je disais en introduction, vous êtes aujourd'hui à la Banque de France, mais vous avez été longtemps parlementaire européenne. Et donc, vous vouliez aussi aborder les questions politiques autour de cette notion de fédéralisme, mais avant, nous dire ce qu'il y avait déjà d'assez fédéral, quasi fédéral, dans ce qui se passait dans l'Union européenne, et plus particulièrement dans la zone euro. Vous avez la parole. Attendez, je n'ai pas... Voilà. Très bien. C'est bon? Ça va? Vous m'entendez? On vous entend. Bon, donc d'abord, je voudrais dire bonjour aux Lyonnais, parce que d'habitude, les GECO, c'est un rendez-vous sur place. Comme l'a dit Jean-Pierre Vidal, on aurait envie de profiter de la ville de Lyon, saluer l'énorme effort d'organisation que ça représente et saluer ceux qui prennent la peine de nous écouter par ce moyen moins sympathique, mais néanmoins, j'espère, efficace. Alors, beaucoup de choses ont été dites et très bien par les précédents discutants. Moi, j'avais envie de prendre une perspective complètement différente. Et au lieu de se demander où on en est, quels sont les intérêts nationaux de l'Allemagne par rapport aux autres pays, etc., juste se demander comment on affronte des changements qui sont des changements qui ont la caractéristique d'être globaux et que sont le changement climatique et les pandémies. Je vais m'en tenir à ces deux-là, on pourrait prendre des exemples, mais l'épidémie de Covid a des similitudes assez fortes avec ce qui malheureusement risque de nous attendre.
si nous ne transformons pas notre modèle. Agnès l'a évoqué rapidement. On peut considérer que tout ce qui est arrivé là était simplement l'effet du hasard, d'un virus vicieux qui s'est échappé. Alors après, on dira d'un pangolin ou d'une chauve-souris. Enfin, mais en fait, nous savons très bien que nos modèles économiques ne sont pas soutenables. Nous le savons. Et la pression démographique mondiale, l'extension de la consommation de biens fait que nous devons nous interroger sur nos organisations politiques. Là, on a eu une sorte de test malheureux et sévère avec l'épidémie, mais nous savons très bien qu'avec le climat, il pourrait y en avoir d'autres. Donc, dans ces conditions-là, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'organisations politiques qui soient bien évidemment, nous y tenons tous, démocratiques, laissant autant de respiration possible au niveau le plus proche des citoyens. Agnès a parlé de la nécessité de ce qu'on appelle la subsidiarité. Mais je crois quand même qu'il faut se poser des questions de manière beaucoup, beaucoup plus profonde que ce que nous faisons actuellement. Et ce qui est frappant, c'est que d'une certaine manière, les Français sont dans un paradoxe incroyable. Je ne sais pas ce que Francesco pensera de nous, lui qui a un regard un petit peu extérieur, mais comme vous l'avez dit, Marie, je suis très frappée que chaque fois qu'on parle du fédéralisme, au lieu de voir ça comme un mode d'organisation politique, on évoque le saut, des espèces de comportements désordonnés consistant à se précipiter dans le vide, comme si le système que nous avons aujourd'hui serait lui raisonnable et toute tentative d'aller vers autre chose serait hasardeuse. Je crois que c'est complètement faux parce que nous n'avons pas bien les moyens d'agir. Et ça a été dit par les orateurs précédents. En Europe, on a un tout petit budget, on n'a pas les compétences prédéfinies pour le niveau européen, qui fait qu'à chaque fois, on reproche à l'Europe de ne pas faire ce que dans le fond, on n'a jamais voulu qu'elle fasse, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'un pays qui est comme la France, qui est particulièrement désireux que l'Europe joue un rôle dans le monde, qui est particulièrement désireux que l'Europe protège. Je prends des slogans, hein, l'Europe puissance, l'Europe qui protège, ce sont des mots particulièrement forts en France. Pourquoi c'est le pays qui a le plus peur finalement de l'organisation politique qui permettrait d'y arriver? Et c'est là qu'il faut faire appel à quelques historiens, je ne le suis pas, et je vous invite à lire ce que Bona Ozouf, qui est une grande spécialiste de la Révolution française, a écrit là-dessus. Il y a un traumatisme en France sur ces questions-là, parce que je fais très très vite, hein, je schématise, mais en gros, vous aviez les Girondins pendant la Révolution qui souhaitaient bien entendu l'unité nationale, mais autant de pouvoir que possible au niveau décentralisé, et vous aviez les Jacobins qui n'étaient pas d'accord, et les seconds ont coupé la tête aux premiers. Et donc ça ne prédispose pas énormément les Français à ça. Mais donc je dirais, premièrement, il faut arriver à surmonter des traumatismes dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de la solution de problèmes globaux devant nous, pour qu'on ne peut pas régler tout seul. Donc, deuxièmement, comme je l'ai écrit dans ce petit papier que j'ai appelé Monsieur Jourdain saute à l'élastique, pour dire que c'est un peu comme Monsieur Jourdain chez Molière, nous faisons déjà appel à des structures fédérales dans l'Union européenne, et ces structures fédérales fonctionnent plutôt bien. C'est la Cour de justice qui permet de régler les différends entre les pays autrement que par la force, et de régler les différends aussi entre entreprises, par exemple. Oui, il y a une autorité supranationale qui dit le droit, comme on dit entre juristes, qui a le dernier mot dans un certain nombre de conflits, et c'est bien parce que du coup, les choses se règlent autrement que par des palabres qui n'en finissent pas entre gouvernements ayant des vétos. La deuxième chose qui fonctionne assez bien, on peut ne pas être d'accord avec les politiques de la Banque centrale européenne, mais dans l'eurosystème, nous sommes arrivés à mettre en place un mode de décision à type fédéral, qui est un mode de décision qui permet d'agir très vite. La Banque centrale européenne, le Conseil des gouverneurs s'est réuni le 12 mars. Hein, Jean-Pierre a rappelé que tout a commencé vers le 10 mars pour une première salve de décision. Le 18 mars, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. On a lancé des programmes extrêmement massifs. Ces programmes ont été encore accrus au mois de juin. Et quelles sont les vertus en fait du système fédéral? Je l'ai dit, c'est que d'abord, ça permet des décisions plus décentralisées dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est une des choses que les Français ne comprennent pas toujours. Je vous invite à comparer les définitions du fédéralisme dans un dictionnaire allemand et dans un dictionnaire français. C'est très marrant. Les Allemands insistent sur le local, les Français insistent sur le centre. Mais on a aussi besoin de transférer un certain nombre de compétences au centre, par exemple pour coordonner l'action en matière de santé, comme la Commission le propose en ce moment. Et donc, je pense qu'il faut vraiment regarder tout ce qui est en train d'être fait sous l'angle de ce qui est notre intérêt véritable, pas sous l'angle de la défense de structures ou de traumatismes historiques. Et deuxièmement, je conclus là-dessus, ce que je crains avec le plan tel qu'il a été conçu, d'abord, le Conseil européen, sous le contrôle de Jean-Pierre, dans le traité, il est censé donner des impulsions. Je ne sais pas s'il est très sain globalement, collectivement, que nous en arrivions à ces journées harassantes, ces nuits dans lesquelles les chefs d'État et de gouvernement directement sont impliqués dans des négociations.
principe, ils sont censés donner des impulsions. Donc, l'image qui est donnée à l'opinion n'est pas forcément la meilleure. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer pour la mise en œuvre du plan? Le plan n'a pas de dimension européenne, ce qui est absolument fou. Agnès l'a bien redit, nous n'empruntons pas, nous empruntons collectivement pour des objectifs communs. Mais les objectifs ne sont pas si communs que ça, puisque après, tous les projets sont strictement nationaux. Il n'y a même pas une prime pour, je ne sais pas, des projets transfrontaliers, des coopérations qui dépassent les frontières, même entre zones non frontalières, etc. Et donc, on a à la fois un pas en avant qui est assez considérable. Et Francesco n'avait pas tort de dire que même si c'est exceptionnel et temporaire, peut-être que ça sera l'esquisse de quelque chose d'autre. Mais pour que ça le devienne, il faut que ça se passe bien. Il faut que l'argent soit bien employé. Et on jette souvent la pierre aux États dits frugaux, mais je pense qu'un contrôle précis, rigoureux de l'usage de l'argent public est important pour la confiance à moyen terme. Donc il ne faut pas caricaturer les positions de ceux qui demandent ces contrôles. Il ne faut pas oublier l'élément de solidarité quand on transfère par des dons, et non même pas par des prêts, des centaines de milliards d'euros. Donc il y a malgré tout, même si c'est l'intérêt de chacun, des éléments de solidarité. Et donc pour que tout ça fonctionne bien, il faut s'assurer que les institutions évoluent et que petit à petit, on ait les contrôles de l'usage de l'argent et des projets qui soient des projets européens. Donc on n'en est pas à un système fédéral complet, on en a certains éléments, on pourrait en avoir d'autres, et il ne dépend que de nous finalement, et de notre capacité à appréhender le monde tel qu'il est aujourd'hui, et dans lequel les États et l'organisation en État n'est pas adaptée à la solution des problèmes, pour franchir peut-être des étapes qui paraissaient inimaginables, mais après tout, les crises servent peut-être à ça, à prendre conscience que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, non pas seulement pour nous, mais aussi pour les jeunes générations. Merci. Merci Sylvie Goulard. Et donc je passe directement la parole à Georges Papaconstantinou. Comme ça, il nous restera sans doute au moins une demi-heure pour pouvoir discuter et prendre les questions. Donc je rappelle que vous pouvez envoyer par SMS. Donc Georges Papaconstantinou, dites-nous, vous, quelle évolution vous voyez entre les crises que vous avez pu gérer quand vous étiez ministre des Finances de la Grèce entre 2009 et 2011, et puis ce que vous observez aujourd'hui en tant qu'économiste. Je vous remercie beaucoup et je remercie pour l'invitation à participer à ces journées de l'économie et Jérôme Créel en particulier pour mettre en place ce débat. C'est un grand plaisir d'être avec Jean-Pierre Vidal, avec Agnès Panacée-Curie, avec Francesco Saraceno et bien sûr Sylvie Goulard. Et c'est aussi assez difficile de suivre Sylvie, qui a eu une vision assez large. Je vais voir un schéma un peu plus classique, disons, et en plus, je vais utiliser une présentation pour structurer un peu mes remarques. Donc, je vais partager ça avec vous, voilà, et essayer de répondre à la question qui nous est posée sur le grand saut fédéraliste. Alors, les deux questions que je vais essayer d'aborder pour m'aider à aborder cette question, c'est en quoi cette crise diffère de la crise financière et la crise souveraine de la zone euro, sur l'impact économique et un peu la reprise, et en quoi la réponse politique, dont plusieurs des intervenants ont déjà évoqué, diffère dans les aspects économiques et aussi dans les aspects politiques. On sait bien que la crise de la dette souveraine, qui d'ailleurs ne devrait pas avoir ce nom, est plutôt une crise qui est venue du marché financier. Dans quelques pays comme le mien, c'était plutôt une crise budgétaire. On a déjà parlé de la boucle infernale entre les deux. Ce qu'on a en ce moment, c'est quelque chose de complètement différent. Et un schéma que Richard Baldwin du Graduate Institute en Genève a utilisé, schéma classique sur les flux circulaires d'économie, permet de voir comment on a un choc combiné du côté de l'offre et du côté de la demande, qui en fait est partout dans le système de circulation, entre les ménages, le reste du monde, les entreprises, le secteur financier, le gouvernement, comment on a vu le confinement, l'interdiction de voyage et tout ça, qui a fait un choc du côté de l'offre et se combiner avec un choc du côté de la demande. Donc, un choc symétrique, disons, qui bien sûr a des effets asymétriques sur les pays, en contraste avec le choc
de la dette souveraine, qui était un choc asymétrique sur les pays. Donc, ce n'est pas une énorme surprise que quand on regarde le PIB dans cette année, on a une baisse extrêmement forte. Les barres bleues, c'est l'idée qu'on avait en hiver 2019 que serait 2020. Donc, tous les pays de l'Union auraient une croissance assez forte. Bon, et bien sûr, les pays en dehors, comme la Chine, une croissance de 6%, mais il n'y avait aucun pays avec une croissance négative. Donc, et les barres vertes sont les premières prévisions en printemps. On est déjà avec le virus. On voit que la situation se dégrade. Donc, les prévisions sont pour des fortes baisses dans tous les pays. Pendant l'été, on revoit ça et on voit ça d'une façon encore plus pessimiste. Et en automne, donc, on passe des barres vertes aux barres rouges et aux barres grises. Et en automne, on croit qu'on est il y a une petite amélioration, mais malheureusement, je crois que quand on voit les chiffres finaux, ça va être bien pire que ceux des dernières prévisions d'automne. Donc, une forte baisse et certainement une baisse beaucoup plus forte que ce qu'on a vu dans la dernière crise. Donc, si on compare 2009 et 2020, l'année pire de la crise de la zone souveraine, et 2020, on voit bien que la France, l'Espagne, l'Italie, la baisse est plus que 2 fois pire que celle qu'elle était. Dans l'Union européenne en tout, elle est bien pire. Même chose aux États-Unis. L'Allemagne, c'est le seul pays qui, avec les prévisions d'automne, pourra peut-être avoir une baisse à peu près la même en les deux crises. Et même la Chine, qui a pu croître à 8% plus dans la dernière crise, la grande crise financière, maintenant aura sera positif, mais pas beaucoup. Donc, c'est clair, la crise est bien pire et elle est partout dans le monde parce que dans la crise précédente, les pays avancés ont été frappés, mais beaucoup moins les pays émergents. Et ce qui fait tout cela beaucoup plus difficile, c'est qu'on ne peut même pas faire des prévisions, on fait des scénarios. On fait des scénarios qui sont ancrés sur ce qui va se passer sur le côté sanitaire. Donc, le FMI, il y a quelques mois, a fait différents scénarios sur est-ce qu'on va avoir une situation pire en 2020, est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague 2021, est-ce qu'on va avoir les deux, et les différences sont énormes. Donc, je crois qu'en ce moment, on a une vision beaucoup plus pessimiste ce qu'on avait il y a quelques mois, et la seule chose qui nous fait un peu plus optimiste, c'est le vaccin, mais on ne sait encore pas quand est-ce que nos économies vont pouvoir revenir. Alors, et bien sûr, tout ça se traduit aussi sur les dettes, le déficit et les dettes au niveau global de l'Union européenne. On voit bien que l'énorme augmentation de la dette et déficit en 2009-2010, on a pu, après 2015, revenir, et après, il y a le grand saut 2020 qui va continuer dans les années qui viennent. Bon, donc tout ça, c'est le contexte pour les réponses politiques qui ont été données. Et je vais essayer axer sur quelques différences entre les deux, et plusieurs des intervenants ont déjà évoqué quelques-uns de ces. D'abord, la nature de la crise. On a une catastrophe naturelle, je crois que c'était Jean-Pierre Vidal qui l'a évoqué, complètement différent de ce qu'on avait avant, qui était un choc asymétrique. Et donc, le récit de la crise est différent. Donc, on a une quasi-absence d'arguments sur un risque moral. Je dis quasi-absence parce qu'on a bien sûr eu les pays dits frugaux ou radins qui disent, bon, bien sûr, c'est une crise symétrique, mais il y a un effet asymétrique, et l'effet asymétrique à faire la réalité, c'est que quelques pays sont beaucoup plus faibles parce qu'ils ont eu les mauvaises politiques dans le passé, et donc il faut prendre ça en soin. Donc,
Mais je pense que sur les conditions qu'on a mis avec les différents instruments, on a trouvé un équilibre qui est assez bien. On n'a pas la conditionnalité de la dernière crise, on a une conditionnalité qui est beaucoup plus saine sur le genre de changements qui doivent être faits dans plusieurs pays. Francesco a déjà évoqué un peu ça. Le sentiment public, on a une absence d'un clivage clair nord-sud comme on l'avait avant. On n'a pas les journaux allemands, néerlandais et autres en parlant du désastre grec, italien, espagnol. On a eu des problèmes tout au début. Vous vous souvenez quand l'Allemagne a des problèmes avec les exportations de produits médicaux vers l'Italie. Et ça, on a frôlé un moment très difficile là, qu'on a dépassé assez vite. Et on a des différentes coalitions politiques. On a bien sûr la transformation allemande. Et on peut avoir une très grande discussion sur qu'est-ce qui est derrière cette transformation. Est-ce que c'est la chancelière à la fin de son mandat ayant une vision plus européenne? Est-ce que c'est l'équilibre différent entre la chancellerie et le ministre des Finances en Allemagne en ce moment qu'avant? Est-ce que c'est les décisions de la Cour constitutionnelle allemande qui ont fait comprendre qu'en effet, on ne pouvait plus tout simplement s'appuyer sur la BCE et qu'il y avait des limites et donc il fallait un appui budgétaire plus fort. Bon, on peut en discuter de ça, mais il y a une transformation allemande qui, on a vu ça avec la proposition franco-allemande, qui a fait une énorme différence. Et bien sûr, le temps de réaction. On a appris des leçons de la crise euro. C'est vrai, on est toujours un peu en retard, mais il y a une énorme différence entre la façon de réagir cette fois-ci et la façon dont on a réagi sur les temps de réaction. On a passé 6 mois avant le premier programme de soutien 2009-2010 et après 1 an pour décider sur la restructuration de la dette grecque. Là, on est beaucoup plus rapide. Alors, la réaction politique dans les pays membres, on est passé de l'austérité généralisée à l'absence de tabou. C'est incroyable de voir la réaction budgétaire allemande. On sait bien qu'à peu près, en plus, sur les soutiens aux entreprises, une moitié des garanties viennent de toute l'Europe européenne, viennent de l'allemand, ce qui va poser des problèmes plus tard, mais bon, on va voir ça. Le rôle de la BCE, qui est passé de la grande prudence au bazooka, ce qui a pris 2 ans pendant la crise européenne, a pris 2 mois à faire cette fois-ci. Le rôle de la Commission, qui était le grand gardien du pacte et tout de suite, en comprenant le problème, a activé la suspension des règles budgétaires. Et le rôle du Conseil, on se souvient bien que la doctrine qui a conduit le Conseil avant, c'était la doctrine allemande, ultima ratio. On ne bouge pas avant qu'on ait à la dernière seconde où il faut faire quelque chose. Et maintenant, on voit bien que c'est complètement différent. Alors, est-ce qu'on, et je finis avec ça, est-ce qu'on est à un moment hamiltonien? Le positif, on a une nouvelle poussée de la méthode communautaire. On abandonne l'intergouvernementalisme qui nous a guidés pendant la dernière crise. On est passé à un endettement européen et les transferts budgétaires, c'était un changement énorme. On a les décisions, je suis tout à fait d'accord que la façon dont ce débat va évoluer va être cruciale pour comment on va naviguer. Et les décisions sur l'état de droit. Alors, en même temps, la nature exceptionnelle et temporaire, on la répète tout le temps, mais c'est vrai que c'est seulement à cause de cette nature exceptionnelle et temporaire qu'on a pu arriver jusqu'ici, mais ça pose des limites. La manque d'investissement européen, les biens communs, ça a été évoqué aussi par plusieurs autres, et l'absence de consensus sur le chemin à prendre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Il y a d'énormes différences et il y a un nouveau clivage Est-Ouest. J'ai quelques remarques à faire sur l'Hongrois et la Pologne, mais je crois que c'est mieux de m'arrêter ici parce que je suis à mes 10 minutes et je reviens sur ça plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, oui, n'oubliez pas de... Très bien. Donc, écoutez, vous vouliez parler de ça et vous êtes arrêté à ce moment-là, mais peut-être qu'on peut faire quand même un petit tour sur ce que vous pensez justement de chacun, ou si vous avez des choses à dire sur ce qui est en train de se passer avec ce blocage de la Hongrie, de la Pologne. Est-ce que finalement, ça ne remet pas en cause même tout ce qu'on a pu projeter dans le début de ce débat? Qui veut intervenir là-dessus? Je veux bien continuer, si vous me donnez 30 secondes pour... Jean-Pierre Vidal a dit qu'il y a une négociation qui continue, et c'est vrai, il y a une négociation qui continue. Et on sait bien que la panique des premiers moments donne place à des solutions créatives comme en avance. J'ai une crainte seule, c'est qu'on a un réflexe de revenir vers des solutions intergouvernementales. Je crois qu'on a fait un pas énorme en avant en passant vers des solutions plus communautaires, donc l'endettement au niveau... Et donc, j'ai craint même d'utiliser ça comme un aspect dans la négociation et de dire, bon, si vous n'êtes pas d'accord, on va aller dans une autre solution, parce que les problèmes, pas seulement techniques, mais politiques, si on revient à l'autre façon de procéder, sont absolument énormes. Je crois qu'on a un peu le temps, on a du temps, et j'ai l'impression que ces deux pays ont plus à perdre que de gagner, de continuer à bloquer jusqu'à la fin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nouveaux outils, mais il s'agit aussi de mettre, comme on a très bien fait, l'état de droit dans le sein du cadre multiannuel aussi. Donc, ils ont des choses à perdre, non seulement sur les nouveaux fonds, mais aussi sur les fonds qui sont liés au cadre multiannuel. Voilà. Francesco Saraceno, vous avez demandé la parole? Saraceno, pardon. Saraceno. Non, bon, je vais être très rapide sur ça. Moi, je pense que les enjeux sont tellement énormes qu'on va trouver un compromis. Donc, il y aura une façon de faire passer les Next Generation et les bilans européens, comme les rappelait Georges, les choses sont liées. Mais ça pose un problème à moyen terme, c'est-à-dire si on procède dans cette route d'intégrer les traits de droit parmi les conditions pour l'accès aux fonds et pour la participation à la vie commune de quelque manière, il faudra se poser la question de comment le faire à moyen terme de façon systématique. Moi, je pense, en tant qu'économiste, ce qui s'est passé avec les règles de Maastricht pour l'accession à l'euro, au bout d'un moment, avec les traités de Maastricht, on a mis en place des critères pour accéder au club de la monnaie unique. Mais avant qu'on y arrive en 97, on a aussi mis en place des règles pour la gestion du club une fois qu'on était à l'intérieur. C'était le pacte de stabilité. Bon, peu importe que ça ne marchait pas très bien, mais ça, ce n'est pas le point. Donc, on n'a pas fait ça avec les États de droit. Donc, il y a des critères pour l'accession à l'Union européenne à respecter en termes de droits de l'homme, de système judiciaire, d'indépendance des instances, etc. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a plus rien pour contrôler. Donc, il faudra envisager quelques mécanismes de contrôle sur ça permanents. Alors, du coup, on n'aura pas de crise comme celle-là. Mais la crise d'aujourd'hui, moi, je ne vois pas qu'on la pousse jusqu'au bout et qu'on n'arrive pas, de quelque manière, à avoir un compromis. Jean-Pierre Vidal, justement, Sylvie Goulard parlait de, enfin, ce qui est la même chose que vous, Francesco, parlait du contrôle de l'usage de l'argent, en fait. Est-ce que là-dessus, il y a aussi des négociations parallèles? Est-ce que c'est comment cette question-là de, finalement, les subventions qui vont être accordées par l'Union européenne, est-ce qu'elles vont être bien utilisées? Est-ce que là-dessus, c'est un chantier à venir ou est-ce qu'il est déjà lancé? Non, ça fait déjà partie de l'accord, en fait, d'une part, qu'il y a un mécanisme de fin d'urgence au cas où un État membre au sein du comité économique et financier, si jamais un État membre avait des objections en fait, sur la validité finalement d'un plan de relance ou le fait que un État membre
est bien suivi, si vous voulez, les bornes qui lui ont été indiquées lors du plan de relance. Donc il y a déjà un contrôle qui est prévu en fait et qui est intégré en fait dans l'accord. Maintenant, ce que dit Sylvie Goulard est extrêmement juste. D'abord, d'une façon générale, en fait, dans une démocratie, il est extrêmement important en fait qu'il y ait un contrôle des dépenses publiques et de l'utilisation de l'argent public. Donc, c'est vrai dans chaque démocratie, c'est vrai au niveau européen aussi. Et donc, il est important qu'il y ait une confiance finalement parmi les citoyens sur la bonne utilisation en fait des ressources qui sont mises soit à disposition des gouvernements, soit à disposition de l'Union. Pour moi, c'est un aspect qui est totalement fondamental. Et ensuite, en ce qui concerne en fait les débats entre États membres, c'est aussi un élément qui est extrêmement important pour la confiance. À partir du moment où il y a un socle de confiance en fait dans un débat budgétaire, c'est évidemment beaucoup plus facile et la convergence des points de vue est beaucoup plus rapide. C'est naturel, je dirais. J'aimerais aussi rajouter un point qui est extrêmement important et qui a été souligné également par Sylvie. C'est souvent, en tant qu'Européens, on a tendance à dire qu'on n'a jamais fait assez, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est qu'elle a souligné en fait l'existence finalement d'un cadre politique qui existe en Europe, d'un cadre institutionnel qui existe en Europe, avec des éléments qui sont plus fédéralistes que d'autres, mais qui fonctionnent en fait. Donc nous ne sommes absolument pas nulle part. Je crois que c'est aussi une des leçons de cette crise. Et une autre leçon qui a aussi été soulignée par Georges, c'est finalement en fait l'utilisation des institutions que l'on a dans l'Union plutôt que l'intergouvernemental, ce qui n'était pas du tout évident, je dirais, au début de la crise, et ça fait partie des débats. Et ça a pu se faire à partir du moment où les chefs d'État se sont mis d'accord d'abord sur la nécessité d'un plan de relance, sans préciser exactement les modalités, et en donnant la responsabilité à la Commission de venir avec une proposition. Et à partir de ce moment-là, ça a enclenché en fait une solution communautaire. Je crois que c'est un progrès également. Est-ce que l'un de vous veut intervenir Marie, peut-être? Oui. Oui, non, juste un rebond, effectivement, sur notamment la question des règles. Parce que, en fait, si vous voulez substituer quelque chose au rapport de force, il vous faut un cadre. Il faut un cadre, il faut des règles. C'est un peu lourd, c'est un peu pénible, mais comme Jean-Pierre vient de très bien de le rappeler, quand vous avez un cadre préexistant, vous savez comment dialoguer, vous avez le début d'une solution pour la crise. Il faut vraiment qu'on compare ce qui s'est passé en Europe avec la pandémie et ce qui pourrait, j'insiste, se passer demain sur des dégradations très sérieuses et sévères liées au climat. C'est qu'on a quand même un embryon. La vraie question devant nous, et ça a été dit par Georges, est-ce qu'on veut en faire quelque chose de plus efficace, ou est-ce qu'on s'enferme dans des visions qui sont des visions très largement passées? Et de ce point de vue-là, le débat sur l'état de droit n'est pas un débat contre des pays, c'est un débat pour les citoyens de toute l'Union européenne. C'est de conserver l'idée que, pour qu'il y ait de la confiance, comme Jean-Pierre vient de le dire, eh bien, il faut qu'il y ait une production de cette confiance. Et la production de cette confiance, c'est je prends un engagement, je le respecte, éventuellement, il faut adapter à la marge, mais quand on critique l'Union européenne pour être basée sur des règles, il faut bien voir que la seule alternative, c'est le rapport de force, c'est les plus forts qui imposent leurs lois aux plus petits pays, c'est l'absence de recours pour se faire entendre ou de débat démocratique. Donc, l'une des vertus, encore une fois, il y a beaucoup de modèles fédéraux, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'États fédéraux dans le monde. Les États-Unis, ce n'est pas l'Allemagne, le Canada, ce n'est pas l'Inde, l'Australie, ce n'est pas l'Autriche. Mais donc, on a une multitude de modèles dans lesquels on pourrait aller piocher des améliorations. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit là avec l'attitude de certains pays, c'est que le prix de l'intergouvernemental, qui est souvent vendu comme la panacée, je défends mes intérêts, j'ai un droit de veto, donc on ne m'impose pas ce que je ne veux pas, ben, on se rend compte que certains prennent en otage le système. Ça peut être tel pays, dans le passé, il y en avait un autre qui est parti. Donc, il faut arrêter de penser que d'un côté, il y a le saut dans le fédéralisme inconnu et grave, et de l'autre côté, un système qui fonctionnerait bien à l'unanimité. L'une des vertus des systèmes fédéraux, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, il y a un débat,
mais les décisions se prennent. Alors, on peut imaginer des super majorités, etc., mais éviter le blocage de la minorité absolue qui le fait parfois pour des raisons de politique intérieure assez basses. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, je suis loin de Bruxelles maintenant, que tout ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement et qu'après un baroud de, je ne sais pas s'il faut l'appeler d'honneur, on aura un accord parce que les intérêts fondamentaux de tous les pays qui se mettent en travers en ce moment sont sans comparaison avec ce qu'on entend. Alors avant de prendre les questions qui m'ont été envoyées, je voulais quand même rebondir sur ce que vous avez tous évoqué comme étant serait peut-être un saut fédéral et cette question des ressources propres. Hein. Et or, ces ressources, elles vont être en partie décidées à l'unanimité. Donc, est-ce que vraiment, on voit par exemple la taxe sur les transactions financières, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en discussion. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas une promesse là aussi qui risque d'entraîner des désillusions, en tout cas sur le temps que ça va prendre? Je ne sais pas, Agnès Benassi-Kéré, vous aviez évoqué cette question, vous? Oui, merci. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit et dire je suis complètement d'accord. Je pense que la valeur de ce plan de relance est très supérieure aux 750 milliards d'euros. La valeur, c'est aussi une occasion de reconstruire de la confiance réciproque qui, on sait, a manqué depuis la dernière crise. Et alors, on peut réussir, on peut rater. Si on rate, ça aura un énorme coût, puisque ça veut dire qu'on ne pourra pas refaire ce genre d'opération à l'avenir. Si on réussit, par contre, ça a une valeur énorme, parce que ça peut débloquer d'autres sujets. Et donc, j'en viens avec votre sujet sur la fiscalité. On sait que les États, c'est pas un scoop, vont sortir avec énormément de dettes de cette crise et devraient être en recherche de ressources fiscales. On sait qu'il y a des trous dans le système fiscal, il y a de l'optimisation, il y a également de la fraude. Et une source majeure de fraude, je la cite parce qu'en France, on n'en parle pas suffisamment, je trouve, c'est la TVA. Donc, il y a beaucoup de fraude à la TVA et on pourrait récupérer pas mal d'argent en étant mieux coordonné au niveau européen sur la TVA. Il y a des projets, il y a un projet tout à fait systémique de la Commission pour modifier la manière de récolter la TVA. Je vous passe les détails, mais ça suppose beaucoup de confiance entre les États, puisque ça voudrait dire, grosso modo, que la France devrait faire confiance à la Bulgarie pour lever la TVA pour son compte et lui rétrocéder pour ce qui concerne le marché bulgare quand on exporte des biens en Bulgarie. Donc, ça suppose énormément de confiance réciproque. Cette confiance n'est pas là, le truc avance très, très, très lentement. Si on arrive à repartir de la confiance, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et pour le bien de chaque État individuellement. Et donc, c'est très important que les États soient extrêmement sérieux dans la manière dont ils vont utiliser le plan de relance et dont ils vont communiquer sur le plan de relance, que ça va être contrôlé de manière efficace. Il ne s'agit pas de rentrer, il ne s'agit pas de compter les vaches dans les champs. Donc trouver une manière pour rapporter de manière efficace. Et je dois dire que pour l'instant, c'est pas gagné. La manière dont on doit remplir, par exemple, donc chaque État doit réaliser et rendre à la Commission et discuter avec la Commission un plan de réforme nationale. C'est tout à fait normal, puisque les plans doivent être tous cohérents avec la stratégie qui a été définie. Mais la manière dont c'est fait, il ne faut pas que ça se transforme. Parfois, il y a une tendance à ce que ça se transforme en un exercice bureaucratique et non pas une appropriation des objectifs et l'importance de faire ça sérieusement pour justement bâtir cette confiance. Donc, c'est ça ce dont j'ai peur, mais à la fois, c'est une peur et un espoir. Donc, je vais passer à des questions une question d'ordre un peu politique, mais bonjour, j'ai une question très concrète. Comment aujourd'hui mettre en place un véritable État fédéral européen? Est-ce que c'est concevable et si oui, à quelle échelle de temps? Qui veut répondre à cela? Il faudrait changer les traités, c'est ce que vous disiez, Jean-Pierre Vidal. On n'est pas du tout dans cet agenda-là, en fait. On n'a pas trop le temps non plus, en fait, de rentrer dans ces discussions. Marie, peut-être juste un mot, je ne veux pas monopoliser. Je pense qu'il faut à la fois pas exclure de changer les traités parce que c'est la procédure juridique, mais surtout utiliser tout ce qu'on a devant nous, tout ce qu'on a dans les traités comme outil
pour avancer. C'est-à-dire que l'idée du grand saut, moi, j'y crois pas. Plus on avancera, plus on recrée la confiance, plus le succès de ce plan est réel, plus le Conseil européen travaille bien avec la Commission, etc., plus on créera les conditions du changement. Donc, on peut y travailler, mais il ne faut pas se perdre dans l'idée de, vous savez, reporter, comme on reportait les devoirs de maths quand on était petit, en se disant à un moment donné, on va y arriver. C'est faux. Donc, ce qui est important, c'est un plan par étapes. On peut se donner de réussir bien tout ça, de communiquer ce que font les GECO. D'ailleurs, je ne le dis pas pour flatter, mais voilà, on a besoin de ce genre de débat où des gens aussi qualifiés que ceux qui sont dans ce panel, des grands économistes, des politologues, puissent expliquer et écouter ce qui vient de la population. Voilà. Donc, à mon avis, c'est moins le délai que l'enchaînement entre ce qu'on fait dans le cadre actuel et la manière dont on fera advenir le cadre suivant. Alors, une autre question plus économique. Pensez-vous qu'il est possible de dépasser l'hétérogénéité des chemins de croissance des pays européens pour établir un chemin de croissance commun, comme le souhaitent les protagonistes instigateurs des projets européens? L'Europe à 27 est-elle trop grande? Je viens dire quelque chose là-dessus parce que je trouve qu'on a, enfin, on a perdu un peu de vue que l'hétérogénéité, c'était une richesse et c'était aussi une assurance. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie, on a la pandémie partout, il y a pas enfin, il y a de l'hétérogénéité, mais ça touche tous les pays en même temps. Mais on voit les États-Unis, ils ont une grande hétérogénéité entre les États. En fait, c'est une chance. C'est une chance parce que il y a, voilà, tous les secteurs, toutes les régions vont pas être en crise en même temps et vont pouvoir s'entraider. Et donc, en Europe, on a réussi à transformer l'hétérogénéité en un problème, alors que ça devrait être une source. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, il y a des questions structurelles, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui, structurellement, sont plus porteuses de gains de productivité que d'autres. Et donc, c'est le fameux, enfin, la très longue discussion de centre versus périphérie. Si le centre de l'Europe se spécialise sur les activités à haute valeur ajoutée et fort gain de productivité et laisse aux États périphériques des activités à faible valeur ajoutée et faible gain de productivité, on n'atteindra pas l'objectif qui est l'élévation du bien-être dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, sur le papier, une organisation comme ça, c'est optimal parce que collectivement, on gagnera plus d'argent, mais ça suppose des transferts. Si ces transferts sont impossibles, alors ça n'est plus optimal. Et cette discussion, on ne l'a jamais eu à plat. Et donc, on est en train de se rendre compte que bon, les transferts, ça pose problème, en tout cas les transferts permanents, hein, ça pose problème à un certain nombre d'États. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir une diversification des activités et donc une forme d'homogénéité, hein, puisque tous les pays feraient un peu de tout, dans tous les États. Et on n'a jamais posé véritablement la question, cette question démocratique. Est-ce que vous préférez finalement avoir une Europe plus efficace, avec un centre, un cœur, je ne dis pas industriel, ce n'est pas forcément de l'industrie, mais un cœur avec une forme de dynamisme en termes de productivité, et puis des activités qui se diffusent dans l'ensemble du territoire, mais avec des inégalités en termes de gain de productivité et des transferts, ou alors, à ce moment-là, si c'est chacun chez soi, eh bien, il faut organiser la politique industrielle, la politique de concurrence, les aides d'État, etc., différemment, de manière à ce que chaque État puisse être un pays diversifié en soi. Donc, je pense que cette question, elle va rester avec nous en sortie de crise. Elle est un peu escamotée aujourd'hui, mais elle va revenir très fort puisque quand on a beaucoup de dettes, le PIB, la croissance du PIB devient un sujet véritablement central à toutes les autres politiques publiques. La Grèce en sait quelque chose, justement. Et Georges Papakonstantinou, vous vouliez intervenir là-dessus. Deux petits commentaires. L'un est sur la question d'avant, sur le saut fédéral et la question du changement de traité. Très rapidement, je crois qu'il y a tellement de divergences, de préférences entre nos pays qu'on ne pourrait jamais se mettre autour d'une table et dire voilà, maintenant, on va changer tous les traités dans cette direction. La seule façon d'avancer, c'est les petits pas, et la confiance qui nous emmène à une situation où les politiques elles-mêmes ont changé tellement qu'il faut changer les traités pour mettre un peu d'ordre sur ça. C'est la seule façon que je vois qu'on puisse faire ce saut dont on aimerait bien faire. Sur la question de hétérogénéité,
il y a un problème, c'est qu'on va sortir de cette crise avec une des plus grandes divergences qu'on en avait avant. Donc, entre pays, les divergences vont être accrues. Juste un exemple, le fait que l'Allemagne peut donner le genre de garantie qu'elle peut faire pour ses entreprises et que d'autres pays ne peuvent pas le faire dans un cadre où on a suspendu les règles du marché unique, ça veut dire qu'après, il y aura une concentration d'entreprises autour des pays et des entreprises des pays qui ont eu plus d'argent pour pouvoir le faire. C'est pas bien. Et donc, ce qui me manque dans notre programme, et ça a été déjà évoqué, c'est l'investissement sur les biens communs européens qui pourrait être un contrepartie à cette tendance d'aller plus la divergence. Et je crois que c'est un problème qu'on doit voir de très près sur l'évolution de nos décisions sur les nouveaux outils. Oui, Francesco Saresi. Aussi, j'ai rebondi sur les deux questions. Et je pense oui, qu'un saut fédéraliste n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Il n'y a clairement pas les conditions politiques. À mon avis, il n'y en aura pas pendant quelques lustres au moins. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais on a un problème de garantir que surtout la zone euro, mais en général, l'Union européenne n'éclate pas chaque fois qu'il y a un choc qui est par sa nature asymétrique. Donc, je pense que la seule solution, en attendant qu'il arrive cette capacité de faire les sauts, parce que c'est impossible d'imaginer qu'on va par les petits pas qu'on a utilisé par l'intégration européenne, c'est toujours fait par petits pas. On n'est pas dans cette situation-là parce que là, les pas qui va avec une monnaie unique, c'est un grand pas. C'est la création d'un trésor unique. Donc là, on ne pourra que sauter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les conditions pour le saut aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut mettre en place, et il y a toutes les propositions qui sont déjà sur la table pour ça, c'est des instruments, en fait, des espèces d'instruments qui répliquent le fonctionnement d'un État fédéral sans l'être. Donc, je pense à l'assurance chômage européenne. Il y a des propositions qui circulent depuis des années. Je pense au fait qu'il faut compléter l'union bancaire. Il manque une assurance de dépôt. Je pense à un fonds de stabilisation. Je pense à une harmonisation de l'impôt des sociétés, qui, on sait très bien, rencontre beaucoup d'opposition, mais qui fait partie des sujets sur les ressources propres par ailleurs de la Commission. Donc, il y a tous des outils qui sont... Donc, les propositions du point de vue technique sont là, où un consensus politique n'est pas encore présent, mais pourrait se former dans un futur plus ou moins proche, qui nous mène à fonctionner un peu comme un État fédéral, tout en ne l'étant pas. Parce que si on vise à avoir les États-Unis d'Europe, bon, du coup, on n'y arrivera jamais. Hein, donc, bon, jamais. En tout cas, pas pendant quelques années encore. Et donc, il vaut mieux aller chercher à répliquer le fonctionnement d'un État fédéral plutôt que de le construire sur papier. Parce que c'est impossible de le faire par petits pas. Je rebondis sur ce que vous disiez, Georges Papakonstantinou, qu'il faudrait aussi définir des biens communs européens. Donc, ce serait quoi puisque là, justement, on le disait, le plan de relance aussi, il va finalement donner des subventions à des États, mais finalement, le budget européen lui-même reste très, très petit. Les projets transnationaux, dont je crois Agnès a déjà évoqué un peu, sur la recherche, sur l'énergie renouvelable, et donc je ne sais pas si on peut réapportionner, mais certainement de définir quelques projets qui vont au-delà des pays. Parce qu'en ce moment, on a un nouveau outil qui est national. C'est un outil qui est commun sur les règles, mais finalement, les projets sont des projets nationaux. Et le Green New Deal, c'est pas ça aussi? C'est pas, enfin, ce qu'a lancé Ursula von der Leyen, c'est pas finalement ce projet commun, ou finalement il n'est pas assez défini? Le Green New Deal est bien sûr une vocation, disons, commune. Est-ce que les outils et les projets sont aussi transnationaux? C'est la question que je pose. Je vais dire juste une chose là-dessus, parce que, et peut-être apporter un petit contrepoint. Parce qu'on parle d'un plan de relance européen. En réalité, ce n'est pas un plan de relance. Et ça peut expliquer l'articulation entre le national et l'européen. Parce que les pays, eux, ils ont besoin absolument de relancer leur économie. On sait que plus on tarde à ramener le PIB à son niveau d'avant-crise, plus on aura des
des difficultés, des effets d'hystérèse, du chômage, etc. Et donc, les États ne peuvent pas attendre que les Polonais et les Hongrois signent en bas de la feuille. Il faut avancer. Et donc, ils sont obligés de mettre en place, de définir leur projet d'investissement dans un cadre qui a été défini, qui était la stratégie, qui était déjà définie avant la crise. Mais néanmoins, c'est forcément des projets nationaux. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté sur la nature de ce plan de relance. Est-ce que c'est vraiment de la relance ou est-ce que c'est une transformation, un plan de transformation? Donc en France, on a essayé de faire les deux, en particulier de l'investissement public, mais en le définant. Là, ça y est, c'est déjà commencé. Hein. Les appels d'offres, les premiers appels d'offres ont déjà été passés. Il y a un gros retour et pour l'investissement public et pour les subventions à l'investissement privé. Donc, on a un petit peu cette difficulté. S'il faut attendre d'avoir des projets transnationaux, c'est nécessairement un peu plus lourd et c'est un peu autre chose. C'est en effet des biens publics communs, mais ce n'est pas la relance au sens tout de suite, là maintenant, donner de l'activité aux entreprises. Et Marie, oui, non, je pense que c'est une question fondamentale que Agnès vient de poser et je comprends le point de vue de quelqu'un qui est aux manettes et qui doit trouver des solutions. Mais il y a deux éléments qui sont fondamentaux. D'abord, comme vous l'avez dit, on a quand même une orientation, le Green New Deal, et il y a aussi l'orientation de la digitalisation qui donne un cadre. Et franchement, je crois, et je passe le message à Jean-Pierre et à d'autres, que plus on mettra des projets européens, des projets à l'échelle du marché unique, qui est aussi une des choses que nous partageons, plus nous avons des chances d'avoir un effet d'entraînement qui soit plus profond. Et surtout, comme Agnès vient de le dire, est-ce qu'on veut relancer la vieille machine ou est-ce qu'on veut la transformer? Et là-dessus, je crois qu'il faut être très lucide. Si nous laissons l'appareil productif tel qu'il était, c'est-à-dire beaucoup trop carboné, ne tenant pas assez compte de la consommation que nous faisons du capital naturel, ce que nous allons créer, c'est des nouvelles crises. Nous allons peut-être sortir de celle-là pas trop mal, ou en ayant limité les dégâts, mais on n'aura absolument rien réglé. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit Georges, je crois qu'on a besoin de lancer ces discussions. Francesco a dit, il n'y a peut-être pas le consensus. Vous savez, pour cette table ronde, je suis allée regarder ce que Schuman racontait du contexte dans lequel il a lancé le plan Schuman. On a toujours un peu le sentiment qu'à un moment donné, les conditions étaient réunies et qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas. Ben, pas du tout. En 1950, c'était la panade totale. La relation franco-allemande menaçait de repartir du mauvais côté. La guerre de Corée commençait. Les soviétiques étaient sortis de la zone de gestion commune de l'Allemagne. Enfin, il n'y avait pas pire. Donc peut-être qu'un très mauvais contexte est assez propice à une bonne initiative. Donc Agnès, tu es au bon endroit. Je crois qu'il faut pousser en ce moment pour qu'on ait la transformation. Alors, juste une dernière question, et puis après, on terminera. Peut-être chacun, si vous avez encore un mot à dire, je vous redonnerai la parole. Il y a une question sur est-ce que le Brexit, en fait, c'est quelque chose qui peut nous amener à aller vers moins de fédéralisme, ou au contraire, plus? Ou est-ce qu'on est dans un arbitrage fédéralisme ou finalement Brexit en série? J'ai l'impression que le Brexit n'a pas fait partie de notre discussion. De certaine manière, on opère déjà comme si c'est dommage, mais c'est comme ça. On opère déjà comme si c'est derrière nous et l'effet a été plutôt de souder les pays qui restent que de créer une vague de contestation comme les Brexiteers autour en Europe croyaient que ce soit le fait. Oui, Jean-Pierre Vidal. Oui, je crois que, en fait, d'une certaine façon, le retrait, le départ du Royaume-Uni de l'Union, en fait, amène à une situation, en fait, dans la dynamique politique qui est un peu différente, dans la mesure où, en fait, la zone euro occupe une part extrêmement importante, en fait, du PIB de l'Union dans son ensemble. Et donc, probablement qu'en fait, ça peut en partie être une des raisons qui permet d'aller plus directement vers des solutions communautaires. Si je peux ajouter un petit mot là-dessus, je pense que le Brexit, c'est intéressant au sens où ça nous révèle par la négative la valeur du marché unique.
Et c'est un peu comme l'oxygène qu'on respire. Tant qu'on a, on ne se rend pas compte. Et puis, quand il disparaît, là, d'un seul coup, on se dit, oh là, il y avait de l'oxygène. Et donc, le marché unique, je le vois un peu comme ça. Et aussi, ça nous rappelle aussi la valeur de l'Union européenne par rapport à la zone euro. Parce qu'après la crise de 2008, on a tellement parlé de la zone euro qu'on a presque oublié qu'il y avait un socle qui est le marché unique. Donc ça, c'est très important. Maintenant, en termes pratiques, je pense que sur les questions financières, alors sous le contrôle de Jean-Pierre, je pense peut-être sur les questions financières bancaires, ça peut aider à trouver une voie, encore que actuellement, c'est quand même les dossiers ne brillent pas par leur vitesse de dénouement. Mais sur les autres sujets, quand même au premier ordre, ça ne change pas tant que ça en termes de dynamique, à mon avis, hein, de discussion. Il y a d'autres fractures, beaucoup de fractures dans l'Union européenne que ça ne change pas du tout. Et peut-être même ça les rend plus visibles. Donc voilà, je dirais à la fois, ça, effectivement, on a vu un mouvement stupéfiant de convergence et de coopération autour du sujet du Brexit et qui a bien tenu. Et c'est en partie parce que voilà, on se rend compte de cette valeur. Et puis aussi, petit pays, grand pays, parce que souvent, c'est souvent les grands pays qui sont à la manette, mais là, les petits pays sont plus touchés par le Brexit, donc ont plus à perdre. Donc on a peut-être une espèce de rééquilibrage qui est intéressant aussi. Voilà. Sylvie Goulard, vous vouliez... Non, je voulais faire une blague. Je voulais dire que les Américains, le moment hamiltonien, c'était le moment où ils avaient pris leur indépendance par rapport au Royaume-Uni. Et que, pour ma part, je crains pour le peuple britannique que tout ça ne soit qu'une gigantesque escroquerie, parce qu'on leur a vendu des choses, y compris d'ailleurs de l'argent pour leur système de santé dont ils n'auront jamais vu la couleur. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons très zen et qu'on garde la porte ouverte, parce qu'un de ces jours, vous verrez, ils reviendront. Alors, on a dépassé le temps, cette conférence va bientôt être terminée, mais quand même, j'aimerais vous donner quand même chacun un mot, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez trouver quelque chose, une conclusion, quelque chose que vous aimeriez ajouter en 10-20 secondes. Jean-Pierre Vidal, pour commencer. Non, je crois qu'il faut en fait il faut un débat en Europe. Le débat est extrêmement important et ce type de débat, comme tout débat ou tout je dirais, désaccord en fait entre nous est en fait une source de la dynamique des progrès européens et donc il ne faut pas hésiter à débattre, il ne faut pas hésiter à confronter les points de vue sans tabou. Et sur cette base-là, je reste entièrement optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'Union européenne. Agnès Benassi-Kéré. Donc, peut-être mentionner un enjeu des années à venir et qui peut nous donner de l'espoir, c'est que on est rentré dans une mondialisation qui est maintenant la confrontation de grands blocs. L'Union européenne est un bloc et l'Union européenne a les capacités de faire valoir ses points de vue, notamment par exemple sur la transition écologique qui est si chère à Sylvie, que je partage, notamment donc avec les projets d'ajustement aux frontières qui ne sont pas destinés à protéger l'Europe de quoi que ce soit, mais plutôt à inciter à nos partenaires à rentrer dans le jeu de la transition écologique. Et on voit bien qu'un petit pays, là, je mets la France dans la catégorie des petits pays, ne peut rien faire. Et seule l'Union peut faire. Donc l'Union, d'une certaine manière, est bien armée par rapport au monde d'aujourd'hui qui n'est plus un monde multilatéral généralisé, mais une confrontation de blocs qui vont faire valoir dans les années à venir leur modèle, qui est un modèle écologique, une vision du monde écologique, mais également de droits de l'homme. Et là, on boucle avec la discussion, et c'est pour ça que c'est si important que de résoudre ce problème avec la Hongrie et la Pologne, parce que sinon ça discrédite complètement le bloc européen sur en tout cas cet axe-là. Très vite encore, Francesco Saraceno. Très rapidement, comme Sylvie Goulard a mentionné Schuman, je peux partir de ça. En fait, dans la déclaration, une célèbre phrase qui dit que l'Europe se verrait pas par pas en construisant une espèce de solidarité de facto par une intégration progressive. Je pense qu'on a
largement parlé de tous ceux qui pourraient le faire. En particulier, je suis très content qu'il y ait plusieurs intervenants qui pensent qu'il manque aujourd'hui en Europe une dimension européenne d'investissement. Donc, j'en avais parlé avec un papier qu'on avait écrit ensemble avec Jérôme Krief. Comme ça, je peux le remercier pour avoir organisé ces panels et d'autres collègues autrichiens. Justement, c'est une des choses que je pense pourrait contribuer à construire cette solidarité avec tous les autres outils que j'ai déjà mentionnés, l'assurance chômage. Il faut en fait remettre tous les pays, parce que là, il y a une contraposition d'intérêts des pays européens, il faut la recomposer et les réaligner pour qu'après, on puisse aller de l'avant. Sylvie Goulard, votre mot de conclusion? Non, brièvement, moi je résumerai en disant que si l'Union européenne n'existait pas, c'est maintenant qu'il faudrait l'inventer. Et il faut l'inventer pour les personnes qui y vivent. Ce n'est pas seulement en regardant les intérêts contradictoires des États. Je suis désolée pour Jean-Pierre, avec tout le respect que j'ai pour le Conseil européen. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a des êtres humains, c'est leur avenir, c'est celui de leurs enfants. Et on a tellement en commun. On l'avait vécu dans la crise précédente, Georges s'en souvient. Il y avait tellement de similitudes entre des gens pauvres en Grèce et des gens pauvres dans d'autres pays, y compris l'Allemagne, et qu'on opposait les uns aux autres sur des lignes nationales qui leur passaient par-dessus la tête. Donc, forza, on avance. Et Georges Papakonstantinou, c'est à vous le mot de la fin. Je reviens à la question posée. Est-ce que c'est un moment hamiltonien? La réponse est non, mais c'est un pas en avant et tout va dépendre de la mise en œuvre de nos décisions. Voilà. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie à tous pour vos participations. Merci au GECO d'avoir organisé cette conférence. Merci à vous qui nous avez regardés, qui avez posé des questions. Et puis, sans doute à l'année prochaine. Alors, et merci Marie. Merci à tous. Merci beaucoup.